Alan Ronald Ross, mieux connu sous le nom de Alan the Wessel, était un gangster canadien, surtout connu pour diriger le West End Gang de Montréal. Il était décrit par les forces de l'ordre américaines comme le 5e plus important baron de la drogue dans le monde. Alan Ross n'avait pas le profil typique des membres du West End Gang. Contrairement à la majorité de ses futurs compagnons issus de milieux défavorisés, Ross avait grandi dans un cadre confortable au cœur du quartier de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, un secteur plutôt aisé de la classe moyenne. Son casier judiciaire débuta à l'âge de 18 ans. En l'espace de 5 mois, il fut arrêté à 3 reprises pour vol de voiture, effraction et de nouveau pour vol de véhicule. Sa première condamnation officielle remonte au 8 mai 1962 pour vol d'automobile. Il rejoint le West End Gang dans les années 60 et gravita rapidement autour de son chef emblématique, Frank Donnie Ryan, dont il devient le bras droit. Au départ, Ross n'était qu'un petit voleur spécialisé dans le détournement de camions. Mais en 1976, son destin changea radicalement lorsque Ryan le nomma responsable des opérations de trafic de drogue du gang. En 80, Ross fut condamné à 23 mois de prison pour possession de stupéfiants en vue de trafic. Ce passage derrière les barreaux ne freina pourtant pas son ascension. Il était proche de Frankie Cotroni, fils de Frank Cotroni, numéro 2 de la famille du même nom, une relation précieuse dans le monde interlope montréalais. Après la mort de son frère aîné Vic Cotroni, emporté par un cancer, en 84, Frank Cotroni prit la tête de la famille, renforçant davantage les liens entre Ross et l'organisation italienne. Une autre relation stratégique de Ross fut Sidney Sid Leisman, un avocat réputé qui représentait de nombreux criminels notoires de Montréal, notamment les membres du West End Gang. Leisman, connu pour son acharnement au travail, utilisait fréquemment de la cocaïne pour gérer le stress de ses activités juridiques. Ross, toujours généreux avec ses alliés, veillait à ce que Leisman ne manquait jamais de marchandises. Lorsque Frank Donnie Ryan fut assassiné le 13 novembre 1984, Alan Ross prit immédiatement les rênes du West End Gang. Son premier acte en tant que nouveau chef fut de faire appel à un tueur à gages, Yves Apache Trudeau, membre du chapitre de Laval des Hells Angels. Sa mission était claire, retrouver et éliminer les responsables du meurtre de Ryan. Lors des funérailles de Frank, la police observa Ross en pleine discussion avec 3 Hells Angels, Laurent Langlais-Viau, Michel Blas et Yves Trudeau. Viau, président du chapitre de Laval auquel appartenaient Blas et Trudeau, aurait donné son feu vert pour que ces 2 derniers traquent les assassins de Ryan. Paul April, l'homme derrière le meurtre de Ryan, se vantait désormais d'être le roi de Montréal. Le 19 novembre 1984, Trudeau se rendit à l'appartement d'April, sous couvert de lui présenter les respects des Hells Angels. Il remarqua alors qu'April ne possédait pas de télévision et lui promit de revenir avec un poste ainsi qu'un magnétoscope. Le 25 novembre, Trudeau et Blas livrèrent un téléviseur, un magnétoscope et une cassette vidéo à l'appartement 917 où se cachaient April et Robert Lelièvre. D'autres hommes s'y trouvaient également. Gilles Paquette, un petit voleur, et Louis Charles, braqueur de banque, connus d'April depuis leur séjour commun au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Peu après avoir quitté les lieux, Trudeau déclencha à distance une bombe dissimulée dans le téléviseur. L'explosion provoquée par 15 kg de plastique séchiate fut si puissante que les corps furent littéralement pulvérisés, rendant l'identification des victimes extrêmement difficile. Trudeau déclarera plus tard « Je leur ai montré la puissance des Hells Angels ». Ross avait promis à Trudeau une somme de 200 000 $ pour éliminer April, dont 25 000 lui avaient été versés à l'avance. Lorsque Trudeau tenta de récupérer le reste, Ross lui conseilla d'aller se faire payer par les chapitres de Halifax et de Sorel des Hells Angels, à qui le West End Gang devait de l'argent pour la drogue. Il proposa d'effacer cette dette si les chapitres payaient à Trudeau à sa place. David Wolfe Carroll, président du chapitre d'Halifax, versa finalement 98 000 $. Mais il apprit ensuite que le chapitre de Laval avait droit à une part de cette somme, et que Trudeau avait gardé l'excédent pour financer sa propre consommation de cocaïne. Ce comportement, déplacé surtout envers le chapitre bien moins fortuné de Halifax, contribua directement à déclencher la célèbre tuerie de Lennoxville en mars 1985. Quant au 3e complice dans le complot contre Ryan, Eddie Phillips, il fut lui aussi abattu en mars 1985. C'est un membre du West End Gang, David Singer, qui exécuta la sentence. Le 25 mars, Phillips avait été invité à prendre un verre avec Billy McAllister au bar Victoria Station, sur la rue Jean Talon.
En traversant le parking, une moto s'approcha. Singer en descendit et tira 5 balles dans le dos de Phillips avant de remonter sur le deux roues. Le conducteur de la moto n'a jamais été formellement identifié. Ross, craignant que Singer ne tienne pas sous la pression d'un interrogatoire policier, ordonna son élimination. Il collaborait alors avec John Quintoni, un ancien policier de l'État de New York. En mai 1985, lors d'un séjour à Fort Lauderdale, Ross demanda à Quintoni de travailler avec Alain Strong, un membre du gang. Le 10 mai, Strong appela Quintoni pour obtenir une arme à feu, que ce dernier lui fournit. Plus tard dans la soirée, Strong et Raymond Desfossés, un autre membre du gang, assassinèrent Singer. Dans les poches de ce dernier, on retrouva un papier contenant le numéro de téléphone de l'épouse de Ross. Le 28 août 1985, après avoir décidé de collaborer avec les autorités suite au massacre de Lennoxville, Trudeau témoigna que Ross l'avait bien engagé pour tuer April et le lièvre. Pourtant, malgré ces déclarations, aucune charge ne fut retenue contre Ross. Les autorités canadiennes estimaient que le témoignage d'un tueur à gages n'était pas fiable, même si elles s'en servaient sans hésiter pour inculper d'autres Hells Angels. Contrairement à Ryan, Ross n'était pas aimé, seulement respecté. On le considérait comme plus avare. Là où Ryan aidait volontiers ses hommes en difficulté, allant jusqu'à payer leur loyer, Ross, lui, refusait d'en faire autant. Surnommé Alan the Wessel en raison de son visage effilé et de sa capacité à se faufiler hors de toutes les situations, il inspirait la méfiance autant que la crainte. À la fin des années 80, Ross était un trafiquant florissant. Il faisait régulièrement des allers-retours entre la Floride et Aruba, important cocaïne, marijuana et hashish. Grâce à un partenariat avec une cellule américaine du cartel de Cali, il mit en place un vaste réseau de contrebande entre la Floride et le Québec. Là où Ryan était surnommé le roi de la coke, Ross, encore plus ambitieux et plus prospère, hérita du titre d'empereur de la coke. Son réseau importait de la cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers Montréal, mais aussi de l'héroïne provenant du Triangle d'Or, Thaïlande, Birmanie, Laos, et du Croissant d'Or, Afghanistan, Pakistan, Iran. Dès la fin de 1984, des véhicules aménagés avec des compartiments secrets livraient toutes les 2 semaines des cargaisons de 15 kg de cocaïne. En 1986, les volumes étaient passés à 20 voire 40 kg par livraison. L'année suivante, Ross exportait déjà vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En 1986, en Floride, il rencontra le trafiquant écossais William Blackledge pour organiser l'acheminement de la cocaïne vers l'Europe. Mais Ross bénéficiait surtout d'un atout majeur, la complicité d'un haut gradé de la Gendarmerie royale du Canada, l'inspecteur Claude Savoie, chef de la section anti-drogue et directeur adjoint du service de renseignement criminel. Le lien entre Ross et Savoie passait par l'avocat montréalais Sidney Leisman, fidèle conseiller juridique de Ross. Ce dernier payait Savoie la somme faramineuse de 200 000 $ par semaine, en échange d'informations. En 1989, Leisman organisa une rencontre dans son bureau entre Ross et Savoie, scellant officiellement leur arrangement. La police, intriguée par la précision des informations dont disposait Ross sur ses opérations, en conclut qu'il devait avoir une taupe dans leur rang. En 1989, la DEA classa Ross parmi les plus gros trafiquants de drogue au monde. Selon les procureurs, Ross aurait commandité 2 assassinats perpétrés par le tueur à gages Gérald Gallon, sur ordre du lieutenant Raymond Desfossés. Le 28 mai 1990, Gallon tua Salvatore Luzzi, associé de Ross, dans un club de danseuses de Montréal à Lorraine. La police pense que Ross aurait voulu l'éliminer en raison de pertes financières dans leur entreprise commune. Le 18 mars 1991, Gallon assassina Richard Ricky McGurnagan, un autre membre du gang, au Olympic Tavern de Pointe-Saint-Charles. McGurnagan était en conflit ouvert avec Ross depuis plusieurs mois, notamment après une violente altercation en décembre 1990, où il l'aurait blessé au visage avec une bouteille de bière brisée. Ross ne fut jamais inculpé pour ces meurtres, mais Gallon et Desfossés plaidèrent coupables en 2009 et 2014. Le vent avait tourné. Celui qu'on appelait l'empereur de la coke jadis, intouchable, allait bientôt tomber. Tout avait commencé à s'effriter en 1990, lorsque John Quintoni, l'ancien flic du New Jersey devenu partenaire du crime, fut arrêté à El Paso pour trafic de drogue. Pour sauver sa peau, il fit ce que Ross craignait le plus. Il parla. Quintoni révéla sa participation à l'assassinat de David Singer, exécuté sur ordre de Ross, 5 ans plus tôt. C'était la première fissure visible dans l'édifice de l'Empire.
Moins d'un an plus tard, en mai 91, une autre figure clé tomba. Sidney Leisman, l'avocat de Ross, l'intermédiaire entre lui et les taupes au sein de la police canadienne, fut abattu en pleine rue à Montréal. 3 mois plus tard, le 7 octobre, Alan Ross fut arrêté à l'aéroport de Fort Lauderdale par les US Marshals. Toujours provocateur, il déclarera à l'agent qui l'emmenait « Je ne le ferai pas bien sûr, mais ça serait beau de pouvoir vous offrir 200 000 $ pour que vous me laissiez filer. » Le procès qui s'ouvrit en avril 92 fut retentissant. Pendant 6 semaines, les jurés découvrirent l'envers du décor, les avions chargés de cocaïne, les valises de cash, les pots de vin, les meurtres. Un ancien pilote, Bertram Gordon, raconta comment il avait transporté la drogue depuis le Canada. Mais c'était une phrase lancée par Ross, un policier québécois venu témoigner, qui glaça l'auditoire. « Ta nouvelle télé et ton magnétoscope arrivent bientôt. » Ce n'était pas une blague, c'était une menace. Un écho direct au piège mortel tendu à Paul April des années plus tôt, tué par une bombe cachée dans une télévision. Le 15 mai 1992, le verdict tomba. Ross fut reconnu coupable de trafic de plus de 10 000 kilos de cocaïne et 300 tonnes de marijuana. Il écopa de la prison à vie, sans possibilité de libération, assortie d'une amende de 10 millions de $. Mais la justice n'en avait pas fini avec lui. En 1993, il fut reconnu coupable d'un second meurtre, celui de David Singer, et condamné à 30 années supplémentaires. Ross commenta sa condamnation d'une phrase entière. « Ils n'ont qu'à envoyer mon corps en Floride pour commencer les 30 dernières années. » Pendant ce temps, au Canada, la presse fouillait. Le meurtre de Leisman, les fuites policières, les liens suspects entre Ross, son avocat et Claude Savoie, au gradé de la GRC. Les Américains ne partageaient plus rien avec leurs homologues canadiens, convaincus que chaque information transmise à Ottawa se retrouvait dans les mains de Ross. Le scandale culmina avec la diffusion d'un reportage choc à la télévision. Peu après, Claude Savoie se tira une balle dans la tête. Ross perdit le contrôle de son empire. Gérald Matix prit la relève à la tête du West End Gang, tandis que l'ancien empereur croupissait derrière les barreaux. En 2009, rongé par un cancer du côlon, il implora le juge de lui épargner les 10 millions d'amende. « Je ne peux plus travailler depuis 12 ans. Ma femme a 64 ans, malade. Elle ne peut plus que travailler à temps partiel. Ma mère a 86 ans, vit de sa pension et vient de subir une opération du genou. » Le juge refusa. En février 2017, Alan Ross tenta une dernière fois d'obtenir une libération anticipée. Il était en phase terminale, le juge refusa encore. Le 31 mars, l'ancien roi de la cocaïne, l'empereur déchu, mourut seul dans une prison médicale fédérale en Caroline du Nord.